Alors bienvenue dans cette vidéo qui va s'intéresser aux travaux dirigés sur les polymères organiques. On aura un TD assez court ici, donc c'est une première introduction aux polymères organiques. Comme les autres TD, on va vous présenter dans un premier temps donc le texte de l'exercice et je vous demanderai bien sûr de mettre votre vidéo en pause, essayez de jouer le jeu pour relire le texte et essayer de le faire tout seul de votre côté. Donc on va lire le texte ensemble. Le polychlorure de vinyle, que l'on note PVC ou polyvinylchlorure, peut être décrit comme la répétition de n fois le motif unitaire CH2CHCl, donc attention ici on a ouvert les liaisons, provenant de la polyaddition des monomères de chlorure de vinyle, noté CH2, attention ici double liaison CHCl, puisqu'ici on est à l'état moléculaire initial du monomère non actif, alors qu'ici bien sûr on l'a activé pour créer la polymérisation. Ensuite on vous dit quoi? Le PVC peut être donc décrit comme suit. On ouvre des crochets, on y met de chaque côté les liaisons, l'écriture du motif unitaire, et on a ici le petit n qui nous indique qu'on a répété n fois ce monomère pour réaliser la polymérisation. Donc là, c'est la symbolisation qu'on utilise classiquement pour l'écriture des polymères. Ensuite, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, admettons que dans un procédé de fabrication, ce motif unitaire, donc qui est ici, soit répété 5000 fois. Donc ça veut dire que le n qui est ici vaut 5000 pour former du PVC homodispersé. Et homodispersé, qu'est-ce que ça veut dire? Que le degré de polymérisation, donc c'est-à-dire ce fameux n, ce 5000 qui est ici, vaut 5000 pour toutes les chaînes macromoléculaires qui seront formées. Ça veut dire que toutes les chaînes de PVC ont toutes la même masse molaire macromoléculaire puisqu'elles ont le même degré de polymérisation. Donc la première question qu'on va vous poser, c'est en vous aidant de la classification périodique, déterminer la masse molaire moléculaire du monomère de vinylchlorure ou chlorure de vinyle qui est ici, et en deuxième question, de déterminer la masse molaire moléculaire d'une macromolécule de PVC, donc de polyvinylchlorure ou polychlorure de vinyle, donc la masse du PVC. Allez, à vous, appuyez sur pause, et on se retrouve tout de suite. Alors cet exercice est somme toute assez simple. On vous demande ici de calculer la masse molaire donc, du monomère initial. On l'a vu en cours, on l'a vu dans le chapitre 2 sur l'architecture de la matière, sur la partie polymérique, la première approche sur les polymères. On sait que la masse molaire d'une molécule vaut la somme des masses molaires des atomes que composent cette molécule. Donc ici c'est assez simple, on a deux atomes de carbone, on a 3 atomes d'hydrogène et un atome de chlore. Donc naturellement la masse molaire de la molécule de chlorure de vinyle, donc de ce monomère, vaudra la somme des masses molaires atomiques. Je fais bien 2 fois la masse molaire du carbone, plus 3 fois celle de l'hydrogène et celle du chlore. Pour rappel, le carbone vaut 12, donc 12,01 pour être précis, donc on va approximer ici à 12. Pareil, l'hydrogène, on prendra 1, et le chlore, ça vaut 35,5 g par mol. Donc la masse molaire de ce monomère de vinylchlorure ou chlorure de vinyle vaudra 62,5 g/mol. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, calculer la masse molaire moléculaire de la macromolécule de PVC, donc du polymère cette fois-ci. On vient de dire à l'instant qu'on répétait 5000 fois ce monomère au sein de la chaîne macromoléculaire et que toutes les chaînes de PVC auraient ce même nombre de degrés de polymérisation puisqu'on est homodispersé. Donc il suffit tout simplement d'écrire que la masse de la macromolécule de PVC vaudra bien n fois la masse du monomère de chlorure de vinyle. Alors pour comprendre directement ça, puisqu'on vient de dire préalablement qu'on était en polyaddition, et je vous rappelle que la polyaddition nous indique que l'on n'a aucune déperdition d'atomes lors de la polymérisation. On fait une jonction stricte des monomères. C'est ce que l'on voit d'ailleurs ici. On a ouvert la liaison. Je n'ai pas perdu d'atomes dans le monomère. J'ai donc le droit directement de prendre la masse molaire de ce monomère et de multiplier par n. Alors, si on était dans le cas d'une polycondensation, là je vous invite à revoir le cours bien sûr, les monomères s'accrocheraient en perdant des atomes, donc naturellement il faudrait faire attention à la quantité d'atomes perdus et il faudrait retrancher la masse des atomes perdus pour calculer la masse du polymère. Donc ce n'est absolument pas le cas ici, puisqu'on est en polyaddition, donc on a le droit de faire directement n fois la masse molaire du chlorure vinyle. Donc on a 62,5 g/mol pour la masse du monomère au niveau molaire, donc je peux faire 5000 fois 62,5, ce qui me donne 312 500 g/mol, donc 312 kg à peu près donc à la mole. Donc on voit qu'on est sur une macromolécule, on est de l'ordre de plusieurs centaines de kilos, alors bien sûr que le monomère, qui est une molécule de base, est de l'ordre de quelques dizaines de grammes.
Voilà, donc cet exercice est assez simple. On va pouvoir donc passer maintenant au second. Alors, dans le cadre de cet exercice 2, on va s'intéresser ici au polyéthylène, donc le PE. Donc, on vous dit que le polyéthylène provient de la polyaddition de N monomères d'éthylène noté CH2 double liaison CH2. Alors, autre petite information, selon le procédé d'élaboration qu'on va utiliser, on va obtenir des polyéthylènes de densité, qu'on notera D, qui seront différentes. Alors, je vous donne 3 types de polyéthylène différents, sachant qu'il y en a un tout petit peu plus, mais donc, regardons ces trois-là. On a ce qu'on appelle le polyéthylène basse densité. En anglais, ça serait LD pour low density. On serait entre 0,910 et 0,935 de densité à peu près. On a ensuite ce qu'on appelle en français le polyéthylène à haut poids moléculaire. Là, je vous ai donné son écriture en anglais. UHMW pour Ultra High Molecular Weight. Donc ici, haut poids moléculaire. Et la densité est entre 0,935 et 0,950. Et on aurait du polyéthylène à haute densité, donc ce serait pareil en anglais, ce serait high density. Donc là, on serait supérieur à 0,950. Ensuite, on vous dit que l'on étudie 3 échantillons de PE. Le premier serait un récipient de stockage de liquide, le second, un bout de semelle de ski, et le troisième, un petit morceau de film d'emballage. Regardons maintenant les questions. Donc, en premier, on va vous demander de calculer les densités de ces 3 échantillons et de conclure sur quel type de PE vous pourriez avoir. Est-ce que c'est du BD, UHMW ou HD? Alors les données sont ici. On vous dit que pour le premier, le récipient de stockage, on a donc des dimensions de 10 x 10 x 3 en millimètres. Donc ici, vous avez un volume en millimètres cubes et on vous donne la masse à 0,288 grammes. Bon, après, je vous laisserai lire ici les informations pour le 2, la semelle de ski, et pour le 3, pour le film d'emballage. En question B, on vous précise que l'un de ces 3 échantillons est du polyéthylène à haut poids moléculaire. Ensuite, on vous dit qu'en supposant que ce polyéthylène est homodispersé, vous vous rappelez, on a dit le même degré de polymérisation sur toutes les chaînes, et sachant qu'une mole de ce polymère vaut 2 500 000 grammes, déterminez le nombre de moles contenus dans cet échantillon, mais également le nombre de macromolécules contenues dans ce petit échantillon. Voilà, donc je vous laisse reprendre connaissance de l'ensemble de ce texte. Pensez à appuyer sur le pause de votre vidéo pour essayer de résoudre tout seul cet exercice. A tout de suite. Alors pour répondre à cette première question, je ne vais pas perdre trop de temps parce que c'est quand même des calculs extrêmement simples ici. Pour calculer une densité, il vous faut la masse volumique des échantillons que vous divisez par la masse volumique de l'eau. Je vous rappelle qu'on prend une masse volumique à 1000 kg/m3, si on se positionne en kg/m3. Et la masse volumique de vos échantillons, bon, c'est simple, c'est la masse que divise le volume que vous avez directement ici. Par contre, passez bien sûr à des kg/m3 directement pour avoir la possibilité de faire vos calculs. Donc on divisera 0,288 par 10 x 10 x 3 en millimètres cubes, vous transformez ça en kilogrammes mètres cubes, vous divisez par 1000 et vous allez obtenir ici 0,960. Naturellement, si on regarde les résultats ici pour nos 3 PE, on est sur un matériau de type PE haute densité. Si je vous donne les résultats suivants, donc pour le prochain, on est vraiment très proche des deux ici, on est à la limite supérieure de la partie au poids moléculaire et on n'est pas très loin d'un haute densité, on va considérer ici qu'on est, vu qu'on ne dépasse pas cette partie-là, sur un polyéthylène à haut poids moléculaire. Ensuite, si je prends le troisième échantillon, on va donc avoir une masse volumique autour de 920 kg/m3, donc une densité de 0,920. Donc on est sur du polyéthylène à basse densité. Donc si on reprend un petit peu les différents résultats, le film d'emballage, donc qui est ici, c'est du PE à ce niveau-là, basse densité. Si je prends maintenant la semelle de ski, on est sur du polyéthylène plutôt à haut poids moléculaire. Et si je prends le dernier, donc le récipient ici de stockage de liquide, on serait sur du polyéthylène plutôt de haute densité. Alors, on va essayer de comprendre maintenant comment on pourrait obtenir de la basse densité, du haut poids moléculaire ou de la haute densité. Je ne rentrerai pas dans le détail de la partie process, mais juste les résultats qu'on pourrait obtenir sur ces 3 polyéthylènes, et puis qui indiqueraient pourquoi on a des écarts de densité comme ça. Et après, une fois qu'on aura expliqué ça, se rendre compte justement de l'utilité de tel ou tel PE en termes de densité dans telle ou telle application. Donc, si je reprends un petit peu la polymérisation, vous vous rappelez, alors je vais représenter ici par des X les monomères. Imaginons par exemple que je regarde 2 cas d'études différents. Dans le premier cas, je vais avoir par exemple des chaînes macromoléculaires qui ne seront pas très longues, donc avec un degré de polymérisation pas trop élevé. Donc je vais considérer que je vais avoir des chaînes macro qui sont plutôt courtes. Donc je peux en avoir
plusieurs qui vont se retrouver les unes à côté des autres, mais je comprends que contrairement à un matériau qui serait de ce type-là, où les chaînes macro sont beaucoup plus longues, l'interaction entre vos chaînes macromoléculaires est beaucoup plus compliquée ici. En gros, j'ai moins d'interaction de Van der Waals qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce que comme les chaînes sont petites, déjà elles sont légères. Rappelez-vous, on parle de masse volumique, hein, donc si déjà les chaînes macro sont légères, la masse va être faible. De deux, il y a peu d'interactions entre chaînes macromoléculaires, donc le volume risque d'être plus conséquent que le volume qui va être ici. Pourquoi? Tout simplement, puisque vos chaînes macro qui seront plus longues, déjà 1, la masse augmente, 2, comme elles sont plus longues, le nombre d'interactions entre chaînes va augmenter, donc si ces interactions augmentent, le volume spécifique qui va être ici va chuter, puisque les chaînes vont se rapprocher à cause des interactions. Donc si je résume, si j'ai des chaînes macromoléculaires qui sont courtes, déjà la masse sera faible au niveau des chaînes macro. De deux, les interactions sont faibles, donc les volumes seront plutôt gros, on va dire ça entre guillemets. Ici, par contre, quand mes chaînes macromoléculaires seront plus longues, donc plus lourdes, j'aurai une masse qui va augmenter et le nombre d'interactions va également augmenter, donc le volume va chuter. Conclusion, à masse faible, grand volume, si je le dis brutalement comme ça, je suis plutôt sur une faible masse volumique, et à grande masse et à petit volume, je vais augmenter la masse volumique. Donc, si je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire là, la masse volumique va dépendre quoi? De la longueur de vos chaînes macromoléculaires, donc naturellement de leur masse, des interactions entre ces chaînes macromoléculaires qui vont automatiquement jouer sur le volume du système. Conclusion, si je joue sur la masse, si je joue sur le volume, je joue sur la masse volumique, donc la densité des matériaux. Prenons un exemple ici, où j'aurai par exemple des chaînes macromoléculaires qui sont plus ou moins longues, mais avec des interactions qui font que le volume de vide qui existe entre vos chaînes macromoléculaires ici est assez important, contrairement à celui-ci, où j'aurai des chaînes macromoléculaires beaucoup plus longues, avec des interactions plus fortes, donc ici des volumes de vide beaucoup plus petits. Je comprends que la masse volumique du matériau qui est à gauche est plus faible que la masse volumique du matériau qui est à droite. Donc ça, déjà, première chose. De deux, si je tiens compte du fait que la longueur des chaînes, et là je vous rappelle qu'on est dans du polyéthylène, va jouer sur un autre paramètre qui est la cristallisation de votre polymère. Vous vous rappelez, on avait dit que pour pouvoir cristalliser un matériau polymérique, il faut avoir de longues chaînes macromoléculaires, il faut qu'elles soient souples et il faut qu'elles puissent s'accrocher et être un minimum symétrique. Là, typiquement, sur le polyéthylène, vous avez une chaîne où au niveau du squelette, vous n'avez que des carbones, donc aucun problème en termes de souplesse. Et au niveau des groupements latéraux, vous n'avez que de l'hydrogène. Donc on ne peut pas faire plus souple et plus lisse comme chaîne macromoléculaire. Donc si j'ai des chaînes très longues, et que j'ai des conditions en termes de procédés qui me le permettent, je vais avoir un matériau qui va être capable de cristalliser en son sein. Donc ça veut dire quoi? Que si ici c'est du polyéthylène qui sera plutôt de basse densité, là je vais avoir du polyéthylène plutôt à haut poids moléculaire, et dès que je vais pouvoir en plus cristalliser le système, je vais créer du polyéthylène à haute densité. Donc, en gros, les procédés vont jouer, alors je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, sur les longueurs, les masses, les interactions des chaînes macromoléculaires, je dirais même plus loin la configuration et la conformation de vos chaînes. Donc en gros, on pourrait avoir aussi des chaînes qu'on appelle ramifiées, je ne rentre pas dans le détail, mais si j'ai des ramifications, je ne peux pas cristalliser, typiquement. Et je vais jouer naturellement, ici si je cristallise, sur la densité locale. Vous vous rappelez, on avait fait des calculs à ce niveau-là sur les cristaux, donc automatiquement dès que vous avez les cristaux vous augmentez la compacité, donc la masse volumique va augmenter automatiquement. Conclusion, si je regarde de gauche à droite les polymères qui sont ici, je vois bien que la densité va augmenter. Et conclusion, je vous rappelle que la densité va jouer sur les propriétés physiques, chimiques et mécaniques de vos matériaux. Les propriétés mécaniques vont changer entre le polyéthylène basse densité, le haut poids moléculaire et la haute densité. Bien sûr, celui qui est ici est beaucoup plus dense, beaucoup plus compact, et surtout avec ici des cristaux, donc une tenue mécanique bien plus importante qu'un matériau 100% amorphe comme on aurait à gauche ici représenté, et on a bien des propriétés mécaniques complètement différentes. Maintenant, il est logique, si on regarde un petit peu les résultats qu'on avait obtenus tout à l'heure, on avait dit que le 3 était un film d'emballage, donc plutôt de la basse densité. Or, un film d'emballage doit être souple, doit être déformable, donc on va prendre un matériau
avec des propriétés mécaniques plutôt basses, il est logique d'utiliser du polyéthylène à basse densité. Ensuite, sur une semelle de ski, on va avoir besoin de matériaux quand même avec de bonnes propriétés mécaniques, mais quand même suffisamment souples. Je vous rappelle, la semelle de ski doit épouser le terrain, mais rester suffisamment souple pour pouvoir permettre justement de prendre les formes du terrain. Donc on va glisser sur la neige tout en épousant la forme du terrain sur lequel on est. Donc on va plutôt être sur du haut poids moléculaire, alors que dès qu'on va faire du stockage de liquide, on peut avoir des problèmes par exemple de pression interne, et dans ce cas-là, on a intérêt à avoir de meilleures propriétés mécaniques, et donc on ira choisir ici du polyéthylène à haute densité. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair au niveau des explications. Alors, pour répondre à la dernière question, qui vous demande de déterminer le nombre de moles et de macromolécules contenus dans un échantillon de PE à haut poids moléculaire. Alors juste, on vient de dire à l'instant que le haut poids moléculaire, ça sera l'échantillon de semelle de ski. Et juste pour rappel, la masse de cet échantillon, vu que c'était sur la diapo d'avant, je vais le remettre ici, c'est 3,42 grammes, puisqu'on va en avoir besoin ici naturellement. Donc, pour calculer le nombre de moles, j'ai besoin de quoi? De la masse de l'échantillon qui est ici, et la masse molaire du PE-UHMW qu'on considère ici. On vous la donne à combien? À 2 500 000 grammes par mol. On voit quand même que c'est quelque chose de très très lourd, c'est pour ça qu'on parle bien de PE à haut poids moléculaire. Donc le calcul est assez simple ici, le nombre de moles vaut la masse que divise la masse molaire, donc 3,42 grammes que divise 2 500 000 grammes mol, et vous allez obtenir de l'ordre de 1,4 10-6 mol de ce PE-UHMW dans ces 3,42 grammes de semelle de ski. Maintenant, pour obtenir le nombre de macromolécules, c'est assez simple ici. J'ai déjà le nombre de moles, et on sait que pour obtenir le nombre de macromolécules, il suffit de multiplier le nombre de moles par le nombre d'Avogadro. Donc voyons le résultat, l'écriture littérale, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, le nombre de macromolécules vaut le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. D'un point de vue numérique, on va donc naturellement utiliser le nombre de moles ici, multiplié par le nombre d'Avogadro que vous connaissez, et vous allez obtenir 0,824 10 puissance 18 macromolécules de PE à haut poids moléculaire. Allez, on va arrondir ici au chiffre 1, histoire de pouvoir dire qu'on est de l'ordre de 10 puissance 18 macromolécules. Ça veut dire qu'on a 1 milliard de macromolécules dans ces 3,42 grammes de polyéthylène, donc dans ce petit échantillon de semelle de ski. Donc on a énormément de macromolécules au sein de ce matériau. Donc ça, c'est juste un petit clin d'œil à ce qu'on a déjà fait au niveau des TD, donc le premier TD sur les liaisons, où on avait fait un calcul sur le millimètre cube d'argent, où on avait calculé qu'il y avait un grand nombre d'atomes, bien sûr, dans ce petit millimètre cube d'argent. Donc voilà, c'est juste histoire de refaire un peu la même chose en termes de calcul, montrer qu'on a beaucoup de monde dans la matière, simplement qu'ici on a fait des calculs avec des polymères. Alors dans le cadre de ce troisième exercice, on va repartir sur du polyéthylène et on vous dit que élaboré donc à partir du monomère d'éthylène, le polyéthylène peut cristalliser. On l'a dit juste avant, on parlait par exemple du polyéthylène à haute densité qui était capable de cristalliser. Donc on va se situer dans cet exemple-là. On vous dit qu'à l'état totalement amorphe, la masse volumique de l'éthylène est égale à 0,880 grammes cm3. Donc là, c'est sur la zone purement amorphe et non cristallisée, alors que sur la partie purement cristalline, donc là sur la zone cristalline, la masse volumique va augmenter, on l'a dit tout à l'heure, et elle peut atteindre jusqu'à 0,995 grammes au centimètre cube. La maille cristalline, dans le cas d'un cristal de polyéthylène, est de type orthorhombique centré. Alors je vous rappelle que orthorhombique, on est sur ce qu'on appelle un pavé droit, ici, à ce niveau-là. Donc on est sur un parallépipède rectangle. Donc on a besoin bien sûr de 3 paramètres au niveau des dimensions de ce pavé droit. Bien sûr, vu qu'on est sur un système qui est orthogonal, on a 3 angles égaux à 90. Donc on vous donne ici les dimensions des paramètres de cet orthorhombique, donc A, B et C. Donc, on vous représente cette maille, alors faites attention, on vous a représenté des choses ici, qui sont en fin de compte que des petits bouts qui sont repris au sein du cristal, donc ça j'en reparlerai tout à l'heure plus précisément. Alors les questions sont les suivantes. Quelle est la fonctionnalité du monomère? On en a un tout petit peu parlé déjà préalablement, je vous rappelle le monomère est ici. Quel est le nombre d'atomes contenus dans un motif et dans la maille du polyéthylène cristallin? Vu que je peux cristalliser, j'ai donc des motifs, rappelez-vous, attention, dans un motif je peux mettre un atome ou plusieurs atomes en fonction du type de liaison que je vais rencontrer. Ensuite, on vous demande de calculer la masse volumique de la maille cristalline du polyéthylène, donc ici orthorhombique. Et en dernière question, on vous demande de calculer le degré de cristallisation de ce polyéthylène à haute densité si sa masse volumique
total vaut 0,955 grammes centimètre cube. Voilà, donc je vous laisse relire le texte, appuyer sur le pause de votre vidéo, essayer d'y répondre et on se retrouve juste après pour la correction. Alors avant de chercher à répondre aux questions, on va essayer de réutiliser un petit peu le cours. En cours, on avait parlé de cristallites. Ces cristallites pouvaient former notamment des lamelles cristallines. Hein. Donc on a ici une lamelle qui est représentée dans le schéma. Et on voit que cette lamelle cristalline, en fin de compte, est créée par quoi? Par une juxtaposition de chaînes macromoléculaires hein, qui sont positionnées les unes contre les autres ici. Et on voit par exemple que la première chaîne qui est ici s'est déjà repliée sur elle-même hein, pour pouvoir créer un empilement régulier d'elle-même sur elle-même, et qu'une fois qu'elle s'est empilée, une autre chaîne va venir faire la même chose et se poser contre la première, et ça je vais le répéter hein, plusieurs fois, donc là j'en vois une troisième qui va faire la même chose, s'empiler sur elle-même et venir se coller aux deux premières chaînes qui sont ici. Alors on va faire un petit zoom au sein de cette lamelle et on va regarder donc la partie maille, donc vous vous rappelez, hein, comme j'ai un cristal, je peux ramener ce cristal à une maille cristalline, donc on va bien avoir ici notre maille orthorhombique centrée, donc un pavé droit avec une chaîne qui passe au centre. Donc si je reprends un petit peu le dessin qui est ici, je vois bien une chaîne macromoléculaire qui est dessinée. Alors elle continuerait, hein, elle viendrait se plier comme ça. Donc en fin de compte, je peux la dessiner. Hein. J'ai cette macro qui vient ici. Hop, elle avance. Elle va se replier sur elle-même et donc venir se retordre de nouveau ici, à ce niveau-là. Donc je ne le continue pas. Hein, c'est exactement ce que vous avez ici. Hein. Je vais prendre la chaîne macro. Elle se plie sur elle-même et elle va se replier. La chaîne qui est derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la même chose, elle va se replier sur elle-même, mais elle va se coller à la première avec un demi-pas de décalage. Donc c'est ce que je vois ici, hein. J'ai la chaîne macro qui va se plier sur elle-même, et elle se positionne sur la première avec un demi-pas de décalage. Je vais avoir une troisième chaîne qui va faire la même chose, donc celle qui est derrière, donc elle se replie sur elle-même, et elle va se repositionner contre la seconde, mais dans la même position que la première. Donc j'ai la première, un demi-pas pour positionner la seconde, et la troisième sera positionnée comme la première. Voilà un petit peu comment vous allez cristalliser ici dans le polyéthylène. Alors on va essayer de faire un parallèle avec ce qu'on connaît déjà, hein. On a fait un TD sur les cristaux, et on avait parlé notamment des cristaux de type cubique. Donc là je reprends le cubique centré. Alors pourquoi je le prends? Tout simplement on parle d'un orthorhombique centré, c'est un pavé droit. Alors la seule chose qui différencie un cube d'un orthorhombique centré, donc d'un pavé droit, c'est tout simplement que dans un cube vos paramètres d'arête sont identiques, hein. A égale B égale C, donc je n'ai qu'un paramètre A, alors que dans un orthorhombique centré, donc un pavé droit, vous avez trois paramètres différents, A, B et C. Par contre, naturellement, dans les deux cas, aussi bien cubique qu'orthorhombique, vous avez les trois angles qui sont équivalents à 90. Donc on va faire ce parallèle entre les deux, histoire de déjà réutiliser ce qu'on a déjà fait pour faciliter la tâche. Donc si je prends un cubique centré, la chose qu'on peut regarder ici, c'est quoi? C'est que je peux regarder dans mon orthorhombique centré qui est ici, un positionnement qui est très très proche du cubique centré. Je vais bien avoir des motifs au sommet de ce pavé et un motif au centre. Donc c'est très très proche de ce qu'on avait dit sur le cubique centré, simplement bien sûr qu'ici, dans le cas de l'orthorhombique centré, les paramètres de maille ABC sont différents. On avait dit que dans le cubique centré, j'avais deux motifs, 1/8 fois 8 plus 1. Et bien regardez ici, vu que j'ai un pavé droit, j'ai encore un huitième de motif qui est au sommet ici de cet orthorhombique, et puisqu'il est centré, j'ai bien un motif complet au centre de cet orthorhombique. J'ai de nouveau deux motifs dans l'orthorhombique centré, exactement la même chose que ce que j'avais dans le cubique centré. Donc là c'est assez sympa, puisqu'on a déjà fait ce genre d'approche, et on peut donc la dupliquer ici directement sur la partie orthorhombique centrée. Alors on va se projeter maintenant au sein du dessin qu'on avait au tout début, alors histoire de ne pas trop vous troubler. Vous vous rappelez, on a dit qu'une sphère représentait un motif, et dans ce motif, j'y mettais ce que je voulais, entre guillemets, à savoir un atome ou plusieurs atomes. Alors dans le cas de maille cristalline métallique, on a dit que le motif était directement l'atome concerné. Par exemple, pour le cuivre, on avait pris l'atome de cuivre directement. Alors ici, je prends donc le motif pour le cristal de polyéthylène, et je me rends compte ici, en fin de compte, qu'au sommet de votre maille cristalline, donc orthorhombique centrée, vous avez en réalité directement un CH2CH2. Or, CH2CH2, c'est un monomère. Ça veut donc dire que dans le cas des polymères qui sont capables de cristalliser, on va considérer que le monomère sera le motif de la maille cristalline. Alors ça tombe bien, parce que quand on polymérise, on dit qu'on va répéter n fois le motif unitaire qui est le monomère. Et bien, quand on va parler des cristaux dans les polymères, on utilisera également ce motif qui sera
le monomère. Donc en gros, dans la sphère qui est ici, vous y mettrez directement le monomère. En gros, à chaque sommet qui est ici, la boule va contenir un monomère et au centre également. Attention, ça c'est de façon très générique. Il faudra bien sûr regarder ce qui se passe au cœur de la maille pour faire les bons calculs, bien sûr, pour obtenir ces fameux deux motifs qui sont ici. Mais donc gardons de façon très générique que ma boule qui représente un motif contiendra à cœur un monomère à 100%, donc du CH2, CH2. Alors on va essayer maintenant de répondre aux questions. Alors la première, c'est quelle est la fonctionnalité du monomère? Alors tout simplement ici, on en a déjà parlé, la fonctionnalité c'est le nombre de liaisons que peut faire une molécule. Là, le monomère, c'est du CH2, CH2, on a une double liaison, quand l'éthylène va être activé, il va ouvrir cette double liaison, il va être capable de créer une liaison à gauche, une liaison à droite, donc la fonctionnalité de l'éthylène sera de 2. Donc on va dire que le monomère d'éthylène est bifonctionnel. Alors pourquoi on vous pose cette question? Tout simplement pour un petit rappel de ce qu'on a pu dire en cours, ou de ce qu'on pourra dire dans les cours qui viendront plus tard et dans les TD qui viendront également plus tard, c'est que le type de matériau polymérique va dépendre de cette fonctionnalité. Des matériaux de type thermoplastique sont des matériaux de type bifonctionnel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de créer deux liaisons entre monomères. Dès qu'on va avoir plus de liaisons, c'est-à-dire qu'on va être trifonctionnel, tétrafonctionnel ou autre, on aura plutôt tendance à créer des réseaux 3D, et je vous rappelle que le réseau 3D, c'est ce qu'on appelle plutôt des thermodurcissables, et les élastomères aussi ont cette notion de réseau 3D. Donc ça c'est juste pour vous dire que quand on travaille dans le polyéthylène, on est dans du thermoplastique, et d'ailleurs, je vous rappelle que ce qu'on avait dit en cours, et ce qu'on verra de façon plus poussée sur les polymères, seuls les matériaux thermoplastiques peuvent cristalliser. Voilà, c'est juste pour remettre une petite couche là-dessus. On est sur du bifonctionnel, on est bien sur un thermoplastique, donc on va bien cristalliser. Alors maintenant la deuxième question qui est ici, c'est le nombre d'atomes contenus dans un motif et dans la maille de polyéthylène cristallin. Bon, on vient de le dire à l'instant, je vais considérer que ma sphère, mon motif ici, contient en son cœur un monomère. Conclusion, le monomère étant du CH2, CH2, je peux dire d'office que ce motif contient bien 2 carbones et 4 hydrogènes, CH2, H2. Maintenant, la maille de polyéthylène cristallin contient combien de motifs à cœur? Alors là, il faut faire attention. On vous rappelait, on a dit qu'on prenait que 1/8 de ce motif au cœur de la maille. Donc j'ai 1/8 fois 8, plus un motif complet au centre. 1/8 fois 8 plus 1, 2. 2 motifs. Si j'ai 2 motifs, j'ai donc 2 monomères à cœur de cet orthorhombique centré. La maille comporte 2 motifs. J'ai donc le double de ce qui est ici, 4 carbones et 8 hydrogènes. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Quand je connais le nombre d'atomes contenus dans cette maille, je peux connaître la masse de cette maille. Vous voyez ici, maintenant, j'ai les dimensions de la maille. Je peux donc obtenir le volume de la maille. Qui dit masse, qui dit volume, dit masse volumique. Naturellement, vous avez compris, en question C, on va vous demander de calculer la masse volumique de cette maille. Donc, pour la masse volumique, on a besoin de la masse et du volume. La masse, ce sera la masse des motifs, on en a 2 qui contiennent donc chacun un monomère. On va donc avoir 2 fois la masse du monomère, divisé par le volume de l'orthorhombique, donc de ce pavé droit, qui va être ABC. Donc la masse de l'éthylène, c'est assez simple, on a 2 carbones et 4 hydrogènes, 2 x 12, 24, plus 4 x 1, 4, 28. Donc la masse de l'éthylène vaudra 28 grammes par mol. Il faudra bien sûr le diviser par le nombre d'Avogadro pour avoir la masse directement de ce monomère, par la masse molaire. Donc passons à l'application numérique. On va faire 2 fois 28 que divise 6, 0,22, 10 puissance 23. Divisé par ABC, là je vous ai fait le calcul direct, vous pouvez le vérifier. On va obtenir un volume de 0,0937 nanomètres cubes. Ce qui nous donne en application numérique du 0,993 10-21 grammes nanomètres cubes, soit 0,993 grammes centimètres cubes. Alors vous voyez qu'on est très très proche de la valeur qui est donnée ici, donc on prendra celle du texte bien sûr, mais vous voyez qu'avec le calcul dans la partie maille cristalline ici orthorhombique centrée, on retrouve bien ici la partie masse volumique cristalline qui vous était donnée. Alors dans la dernière question, on vous demande de donner, plus précisément de calculer le degré de cristallisation d'un polyéthylène haute densité si ce dernier a une masse volumique de 0,955 grammes centimètre cube. Ça veut dire ici, quand on parle du polyéthylène haute densité, je vous rappelle que le matériau a cristallisé, mais il ne peut pas cristalliser à 100%. Ça veut dire que la masse volumique qui est ici tient compte et de la zone amorphe et de la zone
cristalline. Donc la question qu'on vous pose ici, c'est quel est le pourcentage que vous avez au sein de ce matériau de zone cristalline. Pour ça qu'on dit le degré de cristallisation. Donc entendez ici, on va le dire différemment pour que ce soit peut-être plus clair, donnez le taux volumique de cristaux contenu dans ce polyéthylène à haute densité si vous connaissez la masse volumique de ce matériau, mais également si vous connaissez les masses volumiques de sa zone amorphe et la masse volumique de sa zone purement cristalline. Alors, on va s'aider ici d'un petit schéma. On va représenter donc le polyéthylène haute densité avec le schéma qu'on a déjà utilisé précédemment. On va avoir donc des zones amorphes, où ici les chaînes ne sont pas du tout organisées, et ici les zones cristallines. Et on comprend bien que la masse volumique totale de cette structure vaut bien un rapport avec la masse volumique de la partie purement amorphe, non organisée, et un rapport à la masse volumique cristalline. Donc là, il faut juste voir comment s'établit ce rapport. Donc déjà, ce que l'on peut faire comme état, c'est que la masse totale de cette structure vaut bien la masse de la partie amorphe plus la masse de la partie cristalline. Pareillement, imaginons qu'on ait un volume sans autre chose que ces deux phases, imaginons qu'on n'ait pas de porosité ou autre chose comme ça, on peut se permettre de dire que le volume total qui est ici vaut bien le volume de la phase amorphe plus le volume de la phase cristalline. Alors, continuons à détailler. Maintenant, on peut regarder la masse volumique de la phase amorphe. Il nous faut quoi pour une masse volumique? La masse sur le volume. Donc, sur la partie amorphe, bien sûr, ça serait la masse de la partie amorphe sur le volume amorphe. Et pareillement, pour la partie cristalline, je dirais que ρC vaut bien MC sur VC. Maintenant, je vais regarder juste ce que j'ai écrit ici. Et je vois que si je fais V que divise V, j'obtiens 1. Ça sera égal à quoi? À VA sur V plus VC sur V. Or, VA sur V, qui est ici, me donnera le taux volumique de la partie amorphe. Et le VC sur V qui est ici me donnera le taux volumique de la partie cristalline. Donc, si je prends VC sur V, c'est directement le degré de cristallisation. Et VA sur V serait le degré de la partie amorphe. Donc, utilisons ce qui est ici pour essayer maintenant d'exprimer la masse volumique totale du produit qui a bien sûr la partie amorphe plus la partie cristalline. Donc, la masse volumique de ce polyéthylène vaut masse sur volume. Or, on vient de voir que la masse était MA plus MC, donc c'est bien MA plus MC que divise le volume total. Et je peux maintenant utiliser ce que j'ai écrit ici, à savoir MA vaudra ρA fois VA et MC vaudra ρC fois BC. Donc je remplace ici MA par ρA VA et MC par ρV VC. Donc si maintenant je redistribue ici la division par V, je vais obtenir ρA fois VA sur V plus ρC fois VC sur V. Regardez, je viens de retrouver VA sur V et je viens de retrouver VC sur V. Ça veut dire que la masse volumique totale de votre polyéthylène vaut quoi? La masse volumique de la phase amorphe fois le taux volumique de la partie amorphe, donc le degré d'amorphie, plus ρC fois VC sur V, le taux volumique de cristallin, donc le degré de cristallisation. Regardez ici, si je fais la somme de ces deux taux, naturellement, je vaux 1, donc je vaux 100%. Imaginons que ça vaille 20%, j'aurai 80% ici. Et inversement, si j'ai 70% ici, je pourrais avoir 30% ici. Si je le ramène à 1, bien sûr, 0,3 plus 0,7 me donnera 1 directement. Ça veut donc dire quoi? Que je peux exprimer ici VA sur V, c'est-à-dire le taux volumique de la phase amorphe, en fonction du taux volumique de la phase cristalline, tout simplement en écrivant que VC sur V vaut 1 moins VA sur V. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Je vais bien avoir ρA facteur de 1 moins VC sur V plus ρC VC sur V. J'ai donc la masse volumique de la partie amorphe fois 1 moins le degré de cristallisation plus la masse cristalline fois le degré de polymérisation me donne bien ici la masse volumique. C'est clair. Reprenons le 70-30 que j'ai donné tout à l'heure. Si j'ai 70% ici, j'ai bien 30%. Ça voudra dire que la masse volumique totale de votre produit vaudra 30% fois la masse volumique de la phase amorphe plus 70% fois la masse volumique de la phase cristalline. Naturellement ici on ne connaît pas VC sur V, donc c'est pas 70, on va le calculer ensemble. Donc j'ai bien une équation cette fois-ci à une seule inconnue. ρ est connu, il vaut 0,955, ρA est connu, il vaut 0,881, ρC est connu, il vaut 0,995. Maintenant bien sûr c'est VC sur V que l'on doit chercher. Donc je vais juste ici résoudre l'équation et je vais sortir que le degré de cristallisation qui vaut VC sur V, donc ça je vous le laisse faire, bien sûr, vous allez trouver que ça vaut ρ moins ρA sur ρC moins ρA. Donc il suffit maintenant de faire l'application numérique, on remplace par les valeurs des différentes masses volumiques qui sont là, et vous allez trouver que
ce degré de cristallisation vaut 0,65. Vous avez donc 65% de cristaux, donc de phase cristalline, et 35% de phase purement amorphe. Regardons une seconde approche, peut-être que certains sont passés par une autre approche qui serait peut-être celle-ci. Donc la première c'était plutôt physique, on a exprimé en fin de compte la masse volumique du matériau et on est redescendu aux différentes phases. Là j'aurais pu me poser la question d'une proportionnalité, donc l'utilisation par exemple d'une règle de 3. Donc si on regarde l'évolution de ρ en fonction du degré de cristallisation et qu'on se dit on a une proportionnalité directe, c'est-à-dire qu'on est linéaire, je pourrais dire que quand j'ai un taux cristallin qui vaut 0, je suis amorphe donc à 0,880 g/cm3. Et quand je suis 100% cristallin, donc quand Vc sur V vaudra 1, je serai à 995 g/cm3. La question serait de se dire, quand je cherche le degré de cristallisation pour cette masse volumique à 0,955, quelle est donc la proportionnalité qui me permette d'obtenir donc cette valeur directement du degré de cristallisation. Ça c'est une façon de voir la proportionnalité. Une autre pour ceux qui auraient pu le voir encore autrement, donc je vous rappelle que la règle de 3 ou la proportionnalité c'est tout simplement l'expression de la pente d'une droite, donc on regarde un coefficient linéaire. Donc imaginons ici je représente la masse volumique qui évolue bien sûr en fonction du degré de cristallisation entre 0 et 1. À 0 je vaux bien 0,880, à 1 je vaux bien 0,995 et à Vc sur V que je suis en train de chercher je vaux 0,955. Là on pourrait regarder dans le triangle qui est ici et on voit que cette proportionnalité, donc le calcul que l'on a au niveau de la pente qui m'exprime la proportionnalité, vaut bien quoi si j'écris que y égale ax plus b, attention, ici vous ne passez pas par 0, A vaut bien un delta Y sur un delta X. Donc si je prends ici le delta ρ à ce niveau-là et que je le divise par le delta Vc sur V qui est ici, j'ai exactement le même résultat que si j'avais pris le delta ρ qui est ici, divisé par le delta Vc sur V qui est ici. Sur l'autre partie, on raisonnerait de la même façon, ça veut donc dire que la proportionnalité qui va exister entre ces deux points-là, d'un point de vue ρ et d'un point de vue bien sûr ici Vc sur V, sera exactement de la même valeur que la proportion qui sera entre le point ρ qui est ici et celui-ci, et bien sûr de façon proportionnelle avec Vc sur V qui est ici. Donc cette linéarité, on va pouvoir l'exprimer tout simplement comme ça. On va pouvoir dire que Vc sur V que divise 1, je vais regarder la proportion qui est ici, vaut directement quoi? Vc sur V, c'est l'écart qui est ici, donc c'est bien 0,955 moins 0,980, que divise quoi? L'écart qui est ici à 1, donc 0,995 que divise 0,880, qui est strictement la même chose que ce qu'on aurait obtenu ici. Et si vous faites le calcul, vous obtenez bien le 0,65 qui est ici. Donc vous voyez, on obtient directement par la proportionnalité les 65% dont on avait parlé tout à l'heure. Intéressons-nous maintenant au dernier exercice. Alors vous allez voir que c'est une répétition de celui qu'on vient de faire pour pouvoir utiliser justement la relation masse volumique en fonction partie amorphe, partie cristalline. Donc ça va être un bis repetita mais qui va vous permettre d'apprendre un petit peu à utiliser ces relations. Donc on va utiliser cette fois-ci un polyamide 6,6. Alors on appelle ça un polyamide 6,6. Vous allez voir tout simplement ici on a 6 carbones et 6 carbones à ce niveau-là, donc je vais le redétailler tout à l'heure, c'est pour ça qu'on appelle ça un PA66, et on vous dit que c'est un matériau qui est très utilisé pour réaliser des bacs de frottement, et très souvent on les utilise pour remplacer des bacs qui sont en bronze, donc en un alliage de type CuSl. On vous dit que la masse volumique de la phase amorphe dans ce PA66, celui qui est étudié, vaut 1,09 g par cm3. Donc le polyamide 6,6 vient de la répétition de N fois le monomère d'amide 6,6 qui s'écrit NaCH2 répété 6 fois, pour ça qu'ici on a 6 carbones, ensuite NH, et on a par la suite du CO suivi de CH2 répété 4 fois CO. Et vous voyez ici, si je comptabilise, j'ai bien 6 carbones, un carbone ici, plus 4, attention, plus 1, 6, c'est pour ça qu'on appelle ça du PA 6, 6 carbones, 6 carbones. Donc ce PA66 qui est étudié, on vous dit qu'il a un taux de cristallinité ou un degré de cristallisation de 70%. Ensuite, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que des observations micrographiques permettent de déterminer les paramètres cristallographiques de la phase cristalline. Et on vous dit que la structure cristalline va comporter en propre un monomère
de polyamide 6,6. Vous vous rappelez, on avait dit que le motif dans un polymère sera le monomère. Donc ici, le monomère sera de l'A6,6. Donc le motif contient directement un monomère de ce polymère de type PA6,6. Donc directement, le A6,6 sera dans votre sphère. Ensuite, on vous précise que la maille, donc la structure cristalline ici, qui va représenter le réseau cristallin du polyamide 6,6, sera de type triclinique. Et je vous rappelle que le triclinique, tri, 3, clinaison, pensez à la pente, c'est 3 pentes, est ce qu'on appelle un parallépipède quelconque. Donc c'est un système qui a 3 paramètres, ABC, et 3 angles, alpha, bêta et gamma. Donc, on vous représente ici la partie maille cristalline. J'ai bien A, B et C, alpha, bêta, gamma. Donc j'ai bien un parallépipède quelconque. Et on vous donne directement les paramètres de cette maille. Vous avez A, B, C qui vous sont donnés et les 3 angles, alpha, bêta, gamma. Alors on est sympa, on vous donne directement le volume du parallépipède ici quelconque. Alors, on a A fois B fois C, et ici ensuite on va multiplier par les angularisations qui vous sont données, donc sinus alpha, sinus bêta et sinus gamma. Alors, quelles sont les deux questions qu'on va vous poser? On va naturellement vous demander de calculer la masse volumique de la phase cristalline. On vient de le faire à l'instant, donc on va le refaire, mais cette fois-ci avec une approche dans un triclinique. Et on va vous demander ici, à la fin, de déterminer la masse volumique du polyamide 6,6, en sachant bien sûr qu'on vous a donné ici la masse de la phase amorphe et le degré de cristallisation, et de la comparer à celle du bronze qui vaut 8800 kg/m3, histoire de voir un peu quel est le gain en termes de masse quand on utilise de polyamide à la place du bronze. Allez, je vous laisse appuyer sur le pause pour pouvoir faire l'exercice tout seul, et on se retrouve juste après. Alors, pour calculer la masse volumique de la phase cristalline, on a besoin de quoi? On vous dit qu'on est dans une maille triclinique. Et on vous dit également, et ça c'est important, que les mailles comportent en propre un seul monomère de PA6,6. Donc on ne comporte au niveau de la maille qu'un seul motif. Je vous rappelle, on avait dit que le monomère sera le motif. Et dans ce motif, ça sera de l'amide 6,6. Je vous rappelle que l'amide 6,6, c'est le monomère du polyamide 6,6. Donc, si on résume ce que je viens de dire, la masse volumique vaut bien la masse sur le volume. La masse de ma maille sera la masse de mon motif, puisque j'en ai qu'un seul, c'est ce qu'on nous dit ici, divisé par le volume de ma maille. Or le volume, on a été gentil, on vous l'a donné, c'est ABC, sin alpha, sin bêta, sin gamma. Je peux donc écrire ce que j'ai écrit ici, M motif sur ABC et le sinus des 3 angles. Passons donc maintenant au calcul de la masse molaire du monomère, donc amide 6,6. Alors là, il faut comptabiliser. Combien vous avez d'azote? Vous en avez 2. Combien vous avez d'hydrogène? Alors on ne va pas se tromper, j'en ai 1 ici. H2 6 fois, donc plus 12, plus 1, ça nous fait déjà 14, plus H2 fois 4, donc ça nous fait 8, 14 et 8, ça nous fait bien 22 hydrogènes. Passons maintenant au carbone, j'en ai 6, 7 et 4, 11 et 1, 12, c'est bien du 6,6, donc j'ai bien du 12 masses de carbone, et il ne me reste plus qu'à comptabiliser mes oxygènes, j'en ai 1, j'en ai 2. Alors, pour l'azote, vous pouvez retrouver l'information dans vos polis de TD, sinon je vous les donne pour ceux qui ne l'ont pas, sinon vous avez internet pour le faire. L'azote sera à 14 g/mol, l'oxygène à 16 g/mol, bien sûr le carbone, vous savez, 12 g/mol, l'hydrogène à 1. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver que la masse du monomère amide 6,6, donc la masse du monomère du PA6,6, vaut 226 g/mol. Maintenant, la masse de ce motif, je dois donner la masse de la molécule, attention, là ici on est en molaire, donc je dois rediviser par le nombre d'Avogadro, ça on l'a déjà dit. Donc je vais diviser ici la masse de mon motif par le nombre d'Avogadro, donc je vais faire 226 g/mol divisé par 6,022 10 puissance 23. Je vais diviser par A, B, C, sin alpha, sin bêta, sin gamma avec les valeurs qui sont là, et vous allez trouver une masse volumique de 1,264 10-21 g/nanomètre cube, soit 1,260 g cm3. On n'a plus qu'à déterminer maintenant la masse volumique du PA6,6. Pour ça, on a 70% de taux de cristallinité et on vient de calculer la partie masse volumique cristalline. Si j'ai 70% de taux de cristallinité, c'est donc que j'ai 30% de phase amorphe, et on nous a donné bien sûr la masse volumique de la phase amorphe, et on a vu préalablement que la masse volumique totale vaut bien ρA fois le taux
de phase amorphe plus ρ c fois le taux de phase cristalline. Or, celui-ci vaut 70%, celui-ci 30%, donc 0,7 et 0,3. On n'a plus qu'à passer à l'application numérique. Alors ici, je fais le calcul en kg mètre cube pour pouvoir le comparer ici à la quantité en bronze qui est donnée en kg mètre cube. Et donc, si vous faites 1090 fois 0,3 plus 1264 qu'on vient de calculer fois 0,7, on trouve 1212 kg mètre cube. Et vous voyez bien sûr que ici, entre les deux, j'ai un rapport à peu près de 7,5. Vous êtes 7,5 fois plus léger quand vous utilisez une bague en PA66 que quand vous utilisez une bague en bronze. Cet exercice termine donc la première partie sur les travaux dirigés des polymères organiques. Donc je vous invite bien sûr à passer au prochain TD ou à accéder bien sûr via le menu de la chaîne La Science des Matériaux pour le GMP à d'autres playlists qui pourraient vous intéresser, notamment les quiz ou les cours naturellement. Allez, à bientôt.